Bonjour à tous, bienvenue sur franquinfo.fr, ravi de vous retrouver aussi bien sur YouTube que sur mon lien direct, ma chaîne directe franquinfo.fr. Bien, nous sommes jeudi 9 décembre et tout de suite on va parler de SOS Racisme. Pourquoi? Pour deux faits. Vous apercevez qu'il y a des gens qui sont embrigadés dans cette association et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, vous allez avoir un extrait, d'une jeune fille, d'une jeune femme qui est parachutée, qui s'est retrouvée parachutée en plein milieu du meeting de Zemmour, mais elle est au courant de rien. Voilà. On apprend, si vous voulez, que il y avait des grandes affiches sur Paris. Paris fera taire Zemmour, parce que la liberté d'expression, c'est uniquement pour les gens de gauche, bien entendu. Hein. Les gens de droite n'ont pas la liberté d'expression, et je vais venir sur un second plan aussi pareil, vous allez comprendre tout de suite. Cette sympathisante n'est au courant de rien, voilà. Hein. Donc, Paris fera taire Zemmour, elle nous disait l'affiche, mais elle n'était pas au courant, hein, voilà. Et on s'aperçoit que la liberté d'expression, c'est pour ces gens, mais c'est surtout pour empêcher les autres de parler. Regardez cet extrait de vidéo, vous allez être complètement sidéré par la nullité. Allez, on y regarde. C'est vers vous que je tourne de nouveau, Chana. Il y a ce tract d'SOS Racisme qui circule. Quel tract qui circulait hier. Où il est appelé à faire taire Éric Zemmour. Manifester, Paris fera taire Éric Zemmour, avec vous voyez, la petite main d'SOS Racisme. C'est pas la liberté d'expression. C'est pas le débat, c'est pas la liberté d'expression. Je suis pas informée de ça. Il y a le petit logo SOS Racisme, c'était l'appel en fait à la manifestation à Paris. C'est sur votre compte Twitter. Je n'en suis pas informée. Mais vous êtes d'accord, il faut faire taire Éric Zemmour? Est-ce que c'est pas toute l'ambiguïté de votre démarche en fait? C'est pas à moi que ça revient. Vous faites partie d'SOS Racisme, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Totalement, sauf que hier c'était ma première action militante. Et je suis pas... Non, mais il y a votre action militante et puis il y a le tract de votre mouvement. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce qu'il faut faire taire Éric Zemmour? Je me prononcerai pas, c'est pas à moi de vous en embêté, parler. Visiblement. C'est pas à moi de vous en parler, c'est pas moi. Vous êtes militante d'SOS Racisme. Je vous ai dit que c'était pas moi, n'en étais pas informée. C'est pas possible. Madame Boutin. Est-ce que vous vous rendez compte, Olivier, écoutez, franchement, moi, la réponse de cette jeune femme m'attriste à un point, vous ne pouvez pas savoir. Vous avez vu, c'est édifiant. Je veux dire, c'est incroyable. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais bon. Nous allons toujours avec SOS Racisme, enfin l'absence de SOS Racisme. Je vous passe la photo, je vais vous passer la photo de Tanguy David. Tanguy David, c'est ce monsieur qui était, le 5 décembre, placé derrière Z. Il est représentant de Génération Z dans le Calvados. Il est étudiant en droit. Voilà. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a dégusté? Faux négro, tu fais honte à ta communauté, nique ta race, bounty, on va te décapiter. Voilà des menaces racistes envers Tanguy David, parce qu'il a des opinions un peu de droite. Hein, mais où est SOS Racisme? Ont-ils fait un communiqué pour se plaindre de ces agressions anti-noires? T'es un faux négro, ou alors tu fais honte à ta communauté, nique ta race, même on va te décapiter si je venais ici. Et donc j'ai décidé de porter plainte. Donc je porterai plainte, voilà, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Et j'ai eu peur même de venir quand même, parce qu'on m'a dit que si je venais ici, on me décapiterait. Non. Ah ben non, parce que vous comprenez, il est du camp de la droite, donc c'est normal qu'on l'agresse, comme d'autres personnes, notamment je pense à la chroniqueuse Stella Kananga aussi pareil, qui dit qu'elle se trouve bien en France et qu'il n'y a pas de ségrégation et que tout le monde, s'il le veut, en travaillant, peut arriver à obtenir quelque chose dans la vie. Hein. Eh ben non. SOS Racisme, non, ne s'occupe pas de ces gens-là, il s'occupe que ceux qui sont anti-France et qui crachent sur la France. Voilà. Hein. Donc, pour ces gens, leur objectif, c'est de faire taire toute personne qui ne serait pas d'accord avec eux, parce qu'eux sont persuadés d'être dans le camp du bien et les autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Voilà. Et ces gens vous parlent tout le temps de liberté d'expression. Je clôt pour
SOS Racisme, quoique, non. Oui, je suis tombé sur un article de Maître Golnadel et je vais vous en citer quelques extraits. Quand il parle de l'éruption de SOS Racisme au meeting, il nous dit « Une pure provocation victimaire, mon stock compassionnel est trop restreint pour que je puisse pleurer avec ces gens-là. » Voilà. Hein. Il n'aurait pas osé prendre de tels risques inconsidérés dans un meeting d'islamistes, bien entendu. Hein, c'est exactement ce que je vous avais dit. Voilà. Hein. Il s'agit plutôt d'une imposture victimaire, dont SOS Racisme, que j'appelle plutôt SOS Sauver le racisme, a le secret. J'ignorais d'ailleurs que SOS Racisme avait encore des militants. À mon avis, ce sont des militants de rencontre. SOS Racisme, écoutez bien, a beaucoup de subventions, mais n'a plus de militants depuis longtemps. Ce dont je me réjouis, car SOS Racisme a contribué puissamment à l'époque où il y avait une existence moins théorique, à braquer les communautés les unes contre les autres. Elle a persuadé une partie de la communauté immigrée que les Français étaient des franchouillards et des Dupont-Lajoie. Il est facile de persuader quelqu'un qui est victime du racisme, pardon. Vous comprenez bien dans quelle mesure intellectuelle et morale je porte dans mon cœur cette association qui est présidée par quelqu'un actuellement mis en examen, car il a ri quand mon ami Jean Messia était traité de chameau par Yacine Bellatar. Voilà, une belle démonstration de lutte sans œillère contre le racisme. Voilà. Par contre, effectivement, il en vient la même chose que je vous disais. Un jeune militant de génération Z qui était sur l'estrade derrière Éric Zemmour s'est fait traiter de bounty ou de nègre de maison. Et donc, SOS Racisme combat-t-elle le racisme ou défend-elle le gauchisme? Voilà. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup que SOS Racisme prenne la défense de ce noir visé en tant que noir. Voilà. Hein. D'ailleurs, SOS Racisme n'a jamais lutté contre le racisme anti-blanc qu'elle a nié et qu'elle considérait comme un mythe issu de l'extrême droite. Voilà. C'est une tragicomédie. Hein. Voilà. Les gens qui viennent dans un meeting ne sont pas tous des pianistes distingués ou des esprits raffinés. Il y a eu des gestes sans doute regrettables, mais tellement prévisibles. La victime a dit « Ne m'enlevez pas le sang, je passe à la télé » et elle était en pleine forme. C'est donc une pure provocation victimaire. Voilà. Ceci confirme ce que je vous ai déjà dit précédemment. Bien. L'agression d'Éric Zemmour. Jean-Yann. Donc, on va avoir une vidéo où on le voit d'un peu plus près. Nous allons d'abord regarder cette vidéo, vous allez voir. Il a essayé de l'agresser. C'est vrai? Ouais. Il a été attaqué. Ouais. Vous avez vu comment ça se passe au milieu de la foule, d'accord? Bon. Alors, on a appris que l'individu qui a agressé Éric Zemmour au cours de son meeting de Villepinte, donc, s'appelle... Alors, il a un prénom bien français, oui, ça plaira. Il s'appelle Valentin. Mais là, ça se corse. Valentin Abdelmajid Boubaker, quelque chose comme ça, hein, Boubaker. Il est âgé de 27 ans, né à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Il semblerait que juste avant que le candidat à la présidentielle ne monte à la tribune, quand il parcourt la foule, il s'est jeté sur lui. Il est monté sur un tabouret, s'est jeté sur lui, il l'a agrippé par le cou. Et ensuite a été saisi et immobilisé. Voilà. Il est ensuite emmené au commissariat de Villepinte. Et le responsable de la sécurité de la campagne de Zemmour, Albéric Dumont, a déposé plainte par procuration au nom d'Éric Zemmour. Voilà. Hein. Donc, violence volontaire avec préméditation ou guet-apens ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours. Voilà. Alors, il est monté sur sa chaise, a pris de l'élan pour se jeter sur le candidat et tenter de l'étrangler. On ne sait pas trop. Alors maintenant, il vous dit qu'il voulait l'embrasser. Mais attendez, il est arrivé de tout son poids. Alors maintenant, il dit qu'il est... Voyons que ça se passe mal, il dit qu'il est un adhérateur de Zemmour. Il faut quand même savoir que Zemmour a ressenti des douleurs au poignet et au cervical et qu'il a une ITT de 9 jours. Voilà. Hein. Alors, soi-disant qu'il aurait trébuché.
Et confronté aux vidéos, il a affirmé que ce n'était pas lui. Enfin bref, il est déjà connu pour 12 faits de droit commun. Ah. Certains osent dire qu'il s'agirait d'un fan maladroit, mais aucune certitude. Oui. Enfin bon, bref. Vous voyez. Alors, j'avais, et je répète, il y a déjà 2 ou 3 vidéos, notamment lors du déplacement à Marseille, déjà tout prévu. Et bien moi, je suis une petite fourmi. Bon, je n'ai aucun, on ne répond pas à mes mails dans les hautes sphères. Bon, j'y peux rien. À Lyon non plus, personne ne vous répond. Il y a des gens qui sont chargés de faire des choses, mais bon, pour l'instant, j'ose espérer. Je leur ai écrit, j'attends des réponses. J'attends des réponses. Hein, vous savez qui j'ai écrit, hein? D'accord. Donc, je voudrais revenir. Je vous ai dit, le service d'ordre, il y a quelque chose qui ne va pas à Marseille. C'est pas possible. Il s'est retrouvé encerclé par 50 antifas. Et, bon, déjà, les antifas étaient renseignés sur l'itinéraire que devait prendre Zemmour. Hein. Bon. Donc, vous allez voir. Je vais vous passer une vidéo. On va la mettre à la suite. Elle fait une dizaine de minutes. C'est un excellent travail journalistique de Livre Noir, une chaîne YouTube qui pointe les énormes insuffisances de la protection d'Éric Zemmour. Et ces services à Zemmour avaient demandé à Darmanin qu'on renforce la protection. Ils ont tout fait pour que ça ne se fasse pas. Hein. Voilà. Parce qu'on se doute que le meilleur service que Zemmour pourrait rendre à Macron serait de disparaître, ou de disparaître médiatiquement, parce que suivant les foules, la haine, les bagarres, voire un attentat, comme je vous le disais la dernière fois. Voilà. Donc, on peut penser que Darmanin laisse délibérément des trous dans le dispositif. Voilà. C'est un pas que l'on peut franchir allègrement, tellement vous allez comprendre en regardant cette vidéo. Voilà. Vous savez, des gens qui tentent d'imposer le vaccin à nos enfants à partir de 5 ans, je pense qu'ils peuvent être prêts à tout. Voilà. On ne prête qu'aux riches, mais oui, justement. Voilà. Donc, je vous laisse regarder cette enquête sur le dispositif de sécurité du candidat à la présidentielle. Et il y a de profondes failles dans le dispositif. Et jamais, je l'ai dit il y a 15 jours à Marseille, jamais une personne aurait pu, cette dame, aller devant la vitre de Zemmour si elle était armée. C'était pareil, elle le flinguait à bout portant. On est d'accord? Voilà. Je l'ai dit. Allez, je vous laisse regarder, on rajoute cette vidéo derrière, et puis je vous dis à très très bientôt. Faites tout votre possible pour partager, et puis éventuellement nous aider financièrement à continuer notre travail sur cette chaîne. Vous aurez d'autres compléments d'explications. Voilà. D'accord? Allez. Merci. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Dimanche, au cours de son meeting à Villepinte, Éric Zemmour a été attaqué et blessé par un individu, lui infligeant 9 jours d'ITT alors qu'il rejoignait la scène en traversant la foule. L'agresseur de 27 ans, Valentin Abdelmajid Boubaker, dont on ignore encore les intentions, a immédiatement été exfiltré par le service de sécurité du meeting, puis interpellé et placé en garde à vue, avant qu'une plainte ne soit déposée par Éric Zemmour pour violence volontaire avec préméditation et guet-apens. Face à cela, une question se pose sur le dispositif de sécurité du candidat, considéré par le ministère de l'Intérieur comme le deuxième homme le plus menacé de la campagne après Emmanuel Macron. Éric Zemmour est-il suffisamment protégé face aux menaces terroristes et antifas qui pèsent sur lui? Doit-on s'inquiéter de la progression des violences dont il fait l'objet et craindre le pire, comme certains spécialistes l'évoquent déjà? Pour répondre à ces questions, Livre Noir s'est procuré des informations exclusives sur la sécurité d'Éric Zemmour qui poussent à penser que de graves défaillances existent et mettent à mal la sécurité du candidat à la présidentielle. Ainsi, à travers le travail d'investigation que nous avons mené, nous avons pu constater des possibles dysfonctionnements du côté du SDLP, ex-SPHP, le service de la protection du ministère de l'Intérieur, chargé de missions de protection rapprochées destinées aux personnalités particulièrement menacées. Pas uniquement à Villepinte, mais également lors du déplacement d'Éric Zemmour à Marseille. Pour précision, il faut savoir qu'aucun autre candidat ne dispose de ce dispositif de protection exceptionnel à l'égard des personnalités à haut risque, à part le président de la République. Il faut également savoir que l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, une structure appartenant au ministère de l'Intérieur,
place Éric Zemmour au niveau 3 de l'échelle de menace sur 4. Dans cette vidéo, nous allons analyser 4 événements précis lors de déplacements d'Éric Zemmour à Marseille et à Villepinte, durant lesquels nous pourrons vous montrer les signaux faibles du dispositif de sécurité du ministère de l'Intérieur pour protéger Éric Zemmour, qui tente à laisser penser que la sécurité du candidat n'est aujourd'hui pas assurée. Il y a un mois, le journal L'Obs révélait que la sécurité d'Éric Zemmour avait été renforcée à la suite de nombreuses menaces de mort proférées contre celui qui n'était alors que polémiste. De nouveaux agents du SDLP venaient alors consolider son équipe de sécurité, déjà assurée par un prestataire privé lors de ses gros déplacements. À Marseille, alors que le candidat déambule dans le quartier du Panier, une quinzaine d'antifas le suivent à la trace en l'invectivant sous le regard des journalistes, alors que 80 policiers envoyés par la préfecture de Marseille sont déployés pour assurer sa protection. Malgré cette présence importante de la sécurité publique, ces antifas ne sont pas repoussés et peuvent tout au long de cette déambulation suivre et invectiver Éric Zemmour. Ainsi, au bout de 15 minutes, le quasi-candidat est contraint de monter dans un véhicule et de quitter les lieux. Pendant tout son déplacement, le seul rempart entre les manifestants et lui se constitue de journalistes et de quelques membres de son équipe, les CRS étant alors éloignés du cortège. La police n'intervient pas, ne bloque aucune rue et se contente d'observer la situation. Il s'agit donc ici d'une apparente faute de la préfecture de police de Marseille qui, d'un côté, veut donner l'impression de sécuriser le cortège sans pour autant intervenir. Le soir même, Éric Zemmour prévoit de dîner dans un restaurant où il avait déjeuné auparavant et celui-ci est alors attaqué par une cinquantaine d'antifas avec des sacs poubelles enflammés et divers projectiles lancés sur la façade. Alors que la préfecture de Marseille était avisée du planning du candidat, elle n'a pas jugé bon de sécuriser ce restaurant qui a donc été largement vandalisé. Mais là, nous nous contentons d'évoquer les erreurs de la sécurité publique. C'est alors qu'intervient celle du SDLP, tandis qu'il conduit Éric Zemmour au restaurant. Les informations que Livre Noir a pu recueillir nous indiquent que le véhicule d'Éric Zemmour s'est d'abord arrêté à environ 200 mètres de l'établissement après que l'officier de sécurité présent dans le véhicule ait repéré de la fumée aux abords du restaurant. Le véhicule a donc fait demi-tour en attendant que les forces de l'ordre sécurisent le lieu du rendez-vous. En temps normal, conformément aux usages de la protection rapprochée, un précurseur, c'est-à-dire une sorte d'éclaireur envoyé par le SDLP, a pour mission de reconnaître les itinéraires, d'analyser et de vérifier la sécurité du lieu avant son arrivée. De plus, le véhicule conduit par un agent du SDLP est en principe en contact direct avec la sécurité publique présente sur le lieu du rendez-vous, qu'elle peut joindre en local. Pourtant, aucune de ces deux missions n'est remplie. Si cela avait été fait, non seulement la voiture d'Éric Zemmour aurait pu être prévenue des violences à l'égard du restaurant et de l'attroupement d'antifas sur le lieu d'arrivée, mais elle n'aurait certainement pas engagé ce déplacement. Mais ce n'est alors que le début d'une somme d'erreurs qui aurait pu conduire à des dérapages plus importants. Le lendemain, 2 scènes vont alors nous intéresser. Celle du doigt d'honneur, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais également celle du départ chahuté d'Éric Zemmour à la gare de Marseille-Saint-Charles, sous les insultes et les menaces d'une cinquantaine d'antifas. Lorsqu'Éric Zemmour aperçoit depuis son véhicule cette femme qui souhaite lui adresser la parole, il commet lui-même une première erreur en abaissant la fenêtre et en demandant à l'agent positionné à côté de son véhicule de la laisser venir. Et c'est cela qui attire notre attention. Après avoir consulté un expert, nous avons pu constater la faille suivante. Normalement, l'officier de sécurité du SDLP, qui se tient à l'extérieur du véhicule où est installée la personnalité, a pour mission d'attendre le départ du cortège en se plaçant devant la fenêtre du passager arrière droit où se situe Éric Zemmour, avant de rejoindre la voiture suiveuse, c'est-à-dire le véhicule qui suit celui du candidat. Or, à cet instant, l'agent concerné ne se trouve pas à la place établie par le dispositif. Deuxième point, en temps normal, l'officier du SDLP n'aurait pas dû écouter la demande d'Éric Zemmour, car selon les critères de la protection rapprochée, il n'appartient pas à la personnalité de décider de l'allègement de sa propre protection. Concentrons-nous désormais sur le départ, parlons plutôt d'exfiltration d'Éric Zemmour à la gare de Marseille-Saint-Charles, sous la menace d'une cinquantaine d'antifas. L'équipe d'Éric Zemmour, voyant la menace, demande au commissaire de police à ce que le cordon de sécurité des CRS se positionne à 20 mètres du candidat pour contenir la cinquantaine d'antifas le plus loin possible et se laisser une marge de manœuvre de nature à garantir sa sécurité. Finalement, le commissaire ne repousse pas la ligne et Éric Zemmour est obligé de se faufiler entre le rail et les machines à café pour rejoindre son quai. C'est finalement grâce à l'intervention d'un membre du SDLP et un membre de la sécurité privée du candidat qu'un antifa est intercepté et évacué alors qu'il était parvenu à franchir le cordon policier. À Villepinte, la situation est un peu différente. Le système de sécurité est renforcé par des braves, une centaine de militants GZ, des gendarmes mobiles, sa sécurité privée et le fameux SDLP. Des dizaines d'individus sont arrêtés, des armes telles que des bombes lacrymogènes, des cocktails Molotov, des barres de fer, des couteaux et des pavés sont confisqués. Et pourtant, un homme, Valentin Abdelmajid Boubaker,
parvient à blesser Éric Zemmour en se jetant sur lui à son passage. Recontextualisons. Ce jour-là, l'équipe du SDLP semble avoir été doublée et assure la sécurité d'Éric Zemmour. Le niveau de menace est élevé, de nombreux membres des forces de l'ordre sont déployés et assurent une sécurité hors norme en dehors du bâtiment. Malgré les demandes de renfort formulées par l'équipe d'Éric Zemmour, le ministère de l'Intérieur décide d'assurer l'exclusivité de sa protection sans pour autant fournir un renforcement adéquat de ses effectifs au vu des menaces. Le dispositif semble donc être en sous-effectif alors que la sécurité privée du candidat s'occupe en général de consolider celle du SDLP selon le service de communication du candidat. C'est dans ce contexte de sécurité fragile assumé par le ministère de l'Intérieur qu'Éric Zemmour est agressé et blessé. Une question nous paraît alors légitime. Comment un candidat à l'élection présidentielle, protégé par le service de sécurité spécialisé du ministère de l'Intérieur, peut-il ainsi être blessé lors d'un meeting ? Après cet incident, nous avons eu la confirmation qu'un mail a été envoyé au ministère de l'Intérieur par le cabinet d'Éric Zemmour demandant une réévaluation de son service de sécurité. Une plainte est également déposée le soir même au nom d'Éric Zemmour par Albéric Dumont, responsable de la sécurité de la campagne. Cette plainte, que nous avons pu consulter au numéro 2021 008716, déposée à 22h09, vise l'agresseur pour violence volontaire avec préméditation et guet-apens, ayant entraîné une ITT de plus de 9 jours. Maintenant que nous avons analysé ces défaillances dans le dispositif de sécurité assuré par le ministère de l'Intérieur, nous allons compléter notre enquête par les éléments que nous avons pu obtenir qui démontrent la gravité du contexte dangereux dans lequel Éric Zemmour évolue sans réelle prise de conscience des autorités. Premier point, il a été porté à notre connaissance, preuve à l'appui, que le QG de campagne d'Éric Zemmour aurait été la cible d'incidents le 23 novembre dernier. Selon le compte-rendu que nous avons consulté, 4 hommes se seraient arrêtés en voiture devant le bâtiment et l'un d'eux serait descendu pour uriner contre la porte en criant « Éric Zemmour, je vais te tuer, je te pisse dessus », avant d'endommager la porte avec un tournevis. Le service de sécurité du QG a donc prévu d'installer des caméras de vidéosurveillance dans la rue et de limiter les rassemblements de militants devant le bâtiment pour éviter les risques d'attaque ou d'intrusion. Malgré cet incident, aucun dispositif de sécurité de l'État n'a été mis en place. Ainsi, le QG d'Éric Zemmour n'est pas protégé, contrairement par exemple à celui d'En Marche, devant lequel une voiture de police stationne jour et nuit. Pour vous montrer le climat d'insécurité et de tension, nous allons prêter à votre attention un autre élément que nous avons pu voir de nos yeux lors du meeting d'Éric Zemmour. Outre le fait que de nombreux militants et sympathisants témoignent auprès des services de sécurité du candidat leur crainte de voir Éric Zemmour être agressé ou tué, un dispositif spécial a été mis en place pour protéger la proche conseillère d'Éric Zemmour, Sarah Knafo. C'est ainsi que, pour les regards avisés, nous pouvions constater qu'un véhicule a été mis en place derrière la scène du meeting, dirigé vers la porte de sortie, moteur allumé et conducteur à bord, dans le cas où il aurait fallu exfiltrer Sarah Knafo. Si le ministère de l'Intérieur ne prévoit pas de sécurité spéciale pour cette jeune femme, le service de sécurité a néanmoins pu prendre en compte le fait que pour atteindre Éric Zemmour, un des principaux, voire des seuls moyens, serait d'atteindre Sarah Knafo. Raison pour laquelle de telles solutions sont mises en place, alors qu'il est actuellement envisagé de lui conférer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 un agent de sécurité qui lui serait dédié. Après l'exposition de ces faits, Livre Noir en vient à interroger le ministère de l'Intérieur et plus spécifiquement Gérald Darmanin sur les questions suivantes. Pourquoi, alors que cela avait été assuré au préalable, Éric Zemmour n'est pas passé d'un niveau de sécurité UCLAD 3 à UCLAD 2 qui renforcerait ses moyens de sécurité avec un véhicule et 2 officiers de sécurité supplémentaires et un chauffeur le jour de sa candidature, et que c'est ce jour même qu'ils ont finalement averti l'équipe d'Éric Zemmour de la décision de ne pas adapter le dispositif de sécurité comme initialement convenu. Comment, malgré le travail exceptionnel des agents du SDLP que nous avons pu observer au cours de ces différents déplacements, le ministère de l'Intérieur a-t-il pu refuser de renforcer son dispositif et les laisser seuls gérer une situation qui pouvait potentiellement les dépasser au vu du peu de moyens qui leur étaient accordés et de l'accroissement des menaces antifa? Est-ce qu'en connaissance de cause, des mesures seront prises pour combler les défaillances du SDLP et permettre que la campagne se déroule dans de saines conditions? Si de telles défaillances sont factuellement constatées par le rapport rédigé par le SDLP et demandé par le cabinet d'Éric Zemmour, comment peuvent-elles être expliquées? Est-ce de l'incompétence ou, comme certaines sources pourraient l'affirmer, le souhait délibéré ou sous pression de ne pas donner l'impression d'en faire trop pour protéger Éric Zemmour et de facto l'institutionnaliser? Enfin, est-ce que le ministre Gérald Darmanin a été directement informé par les mises en garde concernant les sous-effectifs de la sécurité garantis par le SDLP? Et si tel est le cas, pourquoi n'a-t-il pas jugé bon de proposer une réponse adéquate?